Voilà, bonjour Roberto et bienvenue à toutes et à tous à cet état du monde hebdomadaire géré et dont l'information nous vient par Roberto de Primis, géopolitologue. Il est toujours à Bruxelles, encore aujourd'hui je crois, Oui. et il est fin observateur de ce qui se passe dans le monde et ses répercussions ensuite notamment économiques. Roberto, c'est à toi, cette visio est enregistrée. Merci Enza, merci Madame la Présidente. Ça fait plaisir d'être de retour encore cette semaine-ci. Un menu qui va s'orienter un peu vers la France, vous en doutez bien. On va avoir un petit échange là-dessus. Comme d'habitude, je le rappelle, Ruben, d'ailleurs, si vous n'hésitez pas vraiment, si vous avez des questions, je suis là plus pour répondre aux questions que de faire un monologue, mais il y aura une petite intro sur la France. La question aussi liée à l'Ukraine et ce conflit qui perdure. Je vous en avais parlé aussi la semaine passée, un peu évoqué les questions liées aux crypto-monnaies parce qu'il y a un vent de changement et en Europe et aux États-Unis. Ça peut intéresser aussi des personnes du cercle des dirigeants d'entreprises. Et puis des questions, j'évoquerai un peu tout ce qui est hors radar avec la Chine et l'Iran. Revenir sur deux petits points qui intéressera peut-être les personnes ici présentes. Alors, juste la France, je ne vous le cache pas, il y a eu le premier tour des élections présidentielles. Je ne vais pas revenir sur les résultats et je ne vais pas revenir sur toutes les questions qui se posent par rapport à ça, mais peut-être une analyse un peu plus fine et un peu plus transversale. Alors, d'un côté, deux personnes, on le sait déjà, vont au second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Par contre, on a le troisième Mélenchon qui va être peut-être le faiseur de roi cette fois-ci. En d'autres termes, il a les pourcents et il a l'électorat qui pourrait permettre justement à un des deux candidats qui passe au second tour à pouvoir être élu président ou présidente de la République. Voici pourquoi, en fait, dans les 2 semaines qui vont venir, il y a de très grandes chances, ça a déjà commencé d'ailleurs, que le discours et le débat politique au niveau de la quinzaine avant le second tour des élections présidentielles se tourne vraiment vers la gauche et se recentre vers la gauche avec des questions fondamentales qui vont toucher l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et un électorat de gauche aussi. Donc, qu'est-ce qui va toucher vraiment la gauche? Le pouvoir d'achat, surtout dans une période complexe et compliquée avec des problèmes liés à la hausse des prix, matières premières, mais aussi tout ce qui touche aux énergies. Et puis, d'autres questions pour le social, pour les pensions. Ça aussi, c'est une question ça a été vraiment la pierre, si pas le caillou, dans la chaussure d'Emmanuel Macron, qui voulait augmenter, en fait, rehausser, pardon, l'âge de la pension, l'âge légal de la pension. Donc là aussi, c'est une question qui va revenir sur la table. Et je crois bel et bien que Marine Le Pen a quand même appris de son erreur de 2017, où là, elle avait été beaucoup plus va-t-en-guerre, beaucoup plus dure pendant la quinzaine qui avait suivi le premier tour. On voit ce que ça a donné. Elle essaie justement de rassurer, même s'il a quand même des positions à certains égards qui sont d'extrême droite. Donc tout ça pour vous dire quand même que c'est un moment un peu particulier. Ça va être une quinzaine très particulière, mais on va beaucoup entendre parler de questions de gauche. Et puis un dernier petit point, et puis là je passerai à l'Ukraine, c'est aussi la déroute des partis traditionnels. On parlait du Parti socialiste, on parlait des Républicains, partis de droite, les Verts aussi. Et donc, ce sont des partis qui se sont hautement endettés pour la campagne électorale. Il y a un quota à 5%, enfin un niveau à 5%. Si vous ne l'atteignez pas, il n'y a pas un remboursement de vos frais de campagne. Et donc, des partis, et des personnes, on l'a vu avec Valérie Pécresse, se sont endettés et c'est vraiment la survie même, parce qu'on parlait d'un paysage politique qui change en France, mais c'est même la survie de certains partis historiques qui en dépend. C'est pour ça que beaucoup de partis ont lancé un appel aux dons. Voilà, je m'arrête ici pour la France. On aura des questions peut-être après. J'espère que vous n'hésitez pas, vous me posez vos questions. Sur l'Ukraine, là, on remarque que c'est un conflit qui est en train de s'enliser de plus en plus. Peut-être avec le moment fatidique autour du 9 mai. C'est une date fatidique en Russie, fête de la victoire pour les Russes. Parade dans les rues, parade militaire dans les rues de Moscou. Volonté pour le président russe à ce moment-là de pouvoir, lors de cette
pour avoir une ou des victoires militaires sur le terrain, très certainement Mariupol et l'Est de l'Ukraine, et peut-être à ce moment-là, après le 9 mai, laisser la place à des négociations avec le camp ukrainien. Moi, je vous révèle une sensation purement personnelle. Quant à la négociation avec le côté ukrainien pour le président russe, je la vois non pas de plus en plus, mais tout simplement depuis le début, très difficile parce que comment un président russe va négocier avec un pays qu'il veut détruire et avec un président, donc le président ukrainien, qu'il voulait destituer et qu'il traitait de nazi. Donc, il y aura aussi une marge, il faudra voir quelle est la marge de manœuvre pour une négociation de paix. De ce côté-là aussi, j'ai quand même un grand point d'interrogation. Maintenant, j'essaie de vous faire une analyse transversale. J'ai été reprendre plein de points pour essayer de vous montrer comment les choses peut-être ont changé ces derniers temps. Il y a une question liée aux hydrocarbures, gaz et pétrole. On remarque déjà que l'Algérie est en train de reprendre une place de choix. L'Algérie a signé hier un contrat privilégié d'approvisionnement de gaz et de pétrole avec l'Italie. C'est un contrat assez important. Et d'un autre côté, on essaye de chasser le président russe, on essaye de se libérer de ce gaz et de ce pétrole. Et si on regarde bien, les Algériens, partenaires privilégiés de la Russie, ont voté contre aux Nations Unies une résolution qui demandait à mettre dehors la Russie du Conseil des Nations Unies pour les droits de l'homme. Donc ça montre aussi que l'Algérie est quand même très très proche de la Russie. Donc on essaye de diversifier notre approvisionnement, nous Européens, mais on va le chercher chez d'autres nations qui sont quand même assez proches de la Russie, si pas complètement en accord avec les positions russes jusqu'ici. Donc là aussi, la réelle politique, la politique pragmatique est quand même très particulière. Une autre chose, on va, nous, Européens, se diversifier. On a ce besoin de se diversifier par rapport au gaz russe et ce pétrole russe. Et on se dit qu'on va aller le chercher du côté américain. Les Américains, ce sera du côté du gaz de schiste et du pétrole de schiste. Je veux vous dire une chose, ça fait des années que beaucoup de villes et de villages à travers le Middle West américain, donc toute cette partie centrale dans les États-Unis, est en train de vivre un problème géologique et environnemental avec cette extraction de gaz et de pétrole de schiste, parce qu'elle se fait par une technique qu'on appelle le fracking, donc on fait exploser la roche dans les sous-sols. Ça crée beaucoup d'instabilité dans les sols de ces villes et villages américains. Il y a de gros problèmes environnementaux, donc à augmenter très certainement l'approvisionnement par pétrole et gaz de schiste au niveau, en provenance des Américains, et donc diversifier notre approvisionnement, nous, Européens, va peut-être créer des problèmes environnementaux et même de stabilité des sols, donc avec des petits tremblements de terre du côté américain. Donc, il y a quand même un impact aussi de ce côté-là. Donc, je voulais quand même vous en parler. Un autre point, on n'en parle pas assez, la Russie et le Bélarus détiennent quand même 20 à 25% des ressources de fertilisants. Fertilisants, c'est surtout à base de phosphore qu'on met dans les terres comme engrais pour permettre une bonne récolte. De ce côté-là aussi, les Russes et Bélarus sont en train de jouer au chantage avec certains pays, notamment africains, en leur demandant d'être plus accommodants avec les Russes et les positions russes pour être sûr et certain qu'au niveau alimentaire et engrais, ils aient quand même l'approvisionnement nécessaire pour ne pas avoir de crise alimentaire sur le sol national. Et on ne parle pas ici que de l'Égypte comme pays africain, il y en a bien d'autres. Donc, de manière transversale, on voit qu'il y a d'autres informations qui sont très importantes et qui touchent à ce conflit, qui sont vraiment des conséquences au premier, deuxième et troisième degré. Et il y en a une autre aussi qui touche à la Suisse. Moi, je suis très étonné jusqu'ici du diktat américain qui touche très fort Berne ces derniers temps. On l'a vu ces dernières années, le diktat américain a touché le secret bancaire et on voit maintenant la Suisse a perdu sa forme de neutralité en prenant une position. Il y a eu d'ailleurs une pression, c'est sorti dans la presse récemment, une pression de l'ambassadeur américain à Berne qui demandait aux opérateurs financiers suisses de donner plus d'informations, de regarder beaucoup plus l'ensemble des transactions pour avoir une sorte de droit de regard, surtout avec tout ce que font les oligarques et les banques russes.
alors que je crois que c'est le patron des opérateurs financiers suisses qui a répondu que les banques jusqu'ici assureurs étaient juste compliant avec ce qu'avait demandé le Conseil fédéral jusqu'ici, ne pouvait pas aller plus loin comme le demandait l'ambassadeur américain. Mais tout ça pour donner quand même une idée de l'attitude américaine. On se plaint des fois des Russes, mais il faudrait quand même aussi observer comment est-ce que les Américains sont en train de profiter d'une certaine manière de la situation actuelle. Ce n'est pas un parti pris de ma part, je le précise quand même, mais j'essaye aussi d'éclairer les personnes qui sont ici présentes par rapport aux conséquences directes du conflit actuel. Alors, troisième chapitre, je fais vite parce que je vois quand même l'heure qui tourne, ce sont les crypto-monnaies, je vous en parlais la semaine passée. Les choses sont en train d'un peu changer à l'heure actuelle. Pour ceux qui investissent là-dedans, ils suivent un petit peu cette thématique-là peut-être. Vous allez dire pourquoi sur une rencontre plus internationale géopolitique, pourquoi est-ce que Roberto vient à parler des crypto-monnaies? Déjà parce que quand on voit qu'un pays comme le Salvador a accepté les paiements en crypto-monnaie, majoritairement le Bitcoin, sur son territoire, et pas que, on voit qu'un certain nombre de nations, par le passé le Venezuela, maintenant la Russie, essayent de contourner des sanctions qui sont imposées par la communauté internationale, les Occidentaux majoritairement, pour payer leurs frais ou être payés en tous les cas certaines factures ou certains contrats en Bitcoin et en crypto-monnaie. Donc, au niveau des relations internationales, il peut y avoir quand même un impact de ce côté-là. Eh bien, l'Union européenne essaie de plus en plus de réguler ces crypto-monnaies, donc pour pouvoir avoir un droit de regard, la crainte étant qu'il y ait énormément en fait de recyclage d'argent et de criminalité. C'est déjà le cas, on le sait, parce que plus de 30% des activités en crypto-monnaie sont pour de la cybercriminalité ou de la criminalité pure, et les transactions ont lieu de ce côté-là. Et le vent est totalement différent du côté américain. Il y a vraiment un ensemble de sénateurs et de députés au Congrès américain qui sont en train de se battre en ce moment pour essayer de limiter les régulations. Et c'est vraiment des sénateurs et des députés qui sont de gauche, de droite, de centre, qui veulent juste permettre cet éveil de l'innovation et technologique au niveau des crypto-monnaies et leur permettre d'éviter justement de diminuer le pavillon de régulation de la part du Congrès américain. Ils se battent aussi pour limiter la volonté d'imposer une taxe sur les transactions de crypto-monnaies. Et donc, on voit bien que au niveau idéologique, au niveau de l'approche du monde des affaires, l'approche est totalement différente pour les crypto-monnaies du côté européen et du côté américain. Tout ça aussi pour faire remarquer que ce sera quand même complexe à court et moyen terme si les Européens et les Américains ne se mettent pas d'accord sur le type de régulation qu'on pourrait imposer au niveau des crypto-monnaies. Jusqu'ici, les choses restent encore fort floues, mais à terme, ça pourrait être modifié avec deux approches totalement différentes, celle américaine et celle européenne. Alors, deux petites thématiques et puis après je me tais parce que je trouve que j'ai assez parlé. J'appelle ça ce petit chapitre hors radar. Le premier point, c'est la Chine. Le deuxième point, c'est l'Iran. Alors, le premier point, c'est la Chine. De nouveau au radar parce qu'on n'en parle pas, mais c'est tellement énorme que je me sens obligé de vous en parler. Dans le cadre de la stratégie décennale qui a été mise sur pied par la Chine pour sa nouvelle route de la soie, qui part donc de la Chine et qui va vers l'Union européenne, par voie maritime, par voie terrestre, qu'on appelle en anglais BRI avec l'acronyme pour Belt and Road Initiative. Donc, c'est vraiment cette ceinture qui va vraiment permettre une nouvelle échelle de valeur et une sorte de plan Marshall comme avaient fait les Américains juste après la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, les Chinois ont fait le plus gros investissement et signé le plus gros contrat d'investissement avec une nation, ça va toutes et tous vous étonner, c'est l'Irak. Pour plus de 10 milliards en fait, de dollars d'investissement en infrastructure, en route, surtout au niveau des hydrocarbures, vous le pensez, parce que l'ogre chinois a besoin d'être nourri dans le cadre de sa croissance et diversifier ses apports et pas que avec l'Afrique. Eh bien, l'État dans lequel il y a le plus d'investissements chinois, c'est bien l'Irak maintenant, c'est sûrement pas les États-Unis ou d'autres nations. Tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment un repositionnement chinois à travers la planète. On n'en parle pas assez, c'est hors radar, mais je crois que dans le cadre d'investissement, de gestion de risque et d'actifs, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Autre point hors radar, et puis je me tais, je vous le promets, c'est l'Iran.
alors que les Américains sont englués avec l'Ukraine, essayer de minimiser les risques, ils se rendent compte, je vous en avais parlé il y a quelques semaines, qu'il faut essayer de trouver un accord sur le nucléaire iranien, sur l'enrichissement de l'uranium. Pour ce faire, les Américains essayent d'adoucir la position de Téhéran, et pour ce faire, ils sont en train de réfléchir à faire sortir un certain nombre de groupements iraniens qui étaient dans la liste des groupes terroristes, donc pour essayer d'avoir une position un peu plus édulcorée à Téhéran et essayer d'avoir un accord finalisé avec les Européens aussi. Mais cette question-là, en fait, cette approche américaine a vraiment créé l'ire et un grand moment de stress dans les pays du Golfe, Arabie Saoudite et pas que, mais aussi en Israël, en se rendant bien compte que les Américains sont en train de lâcher énormément de l'Est pour permettre aux Iraniens, ou permettre de faire revenir complètement les Iraniens sur leur position et avoir un accord là-dessus. Donc les Américains essaient d'éviter d'avoir un maximum de foyers à travers la planète, Ukraine, Iran, Yémen et même d'autres nations, des conflits un peu plus petits. Donc tout ça, je voulais vraiment vous en parler parce que c'est hors radar, on en parle beaucoup moins. Vous avez remarqué qu'on parle beaucoup moins aussi du Covid, mais si vous regardez la situation à Shanghai là maintenant, je peux vous assurer que c'est une situation assez critique parce qu'ils ont complètement fermé les rues, on ne peut plus rien faire. D'ailleurs, les 5000 Français résidents à Shanghai n'ont pas pu voter au consulat de Shanghai, au consulat général de Shanghai, consulat français bien sûr, pour les élections présidentielles. 5000 voix perdues pour je ne sais pas quel candidat, mais tout ça pour vous donner une idée que c'est vraiment, tout est fermé de ce côté-là. Voilà, je vous l'avais promis, je me tais et je m'en remets à vous pour toutes les questions et j'espère pouvoir y répondre. Merci beaucoup, Roberto. Quel tour bien complet. Je ne vois pas encore de questions annoncées. Tu parles des Chinois. Est-ce qu'on peut qualifier depuis 2 ans, depuis le début du Covid, par rapport à l'Europe, quels investissements sur nos entreprises ils auraient déjà fait ou en prévision de faire? Parce que tu parlais de l'investissement chinois ailleurs, mais Oui. il est intéressant de voir déjà combien peut-être de notre économie est déjà aux mains chinoises. Alors, il y en a beaucoup parce qu'il y a des participations, souvent minoritaires, dans pas mal de groupes, qu'ils soient financiers, hôteliers, dans les soins de santé. Ils ont été très, très intéressés de pouvoir racheter des groupes dans les soins de santé, vaccination, groupes pharmaceutiques, surtout des startups qui sont hors radar parce que racheter des grands groupes pharmaceutiques, ça c'est visible et souvent ce sont des groupes qui sont cotés en bourse et donc vous avez des réactions dans les médias. Donc ils ont surtout essayé de le faire via des biotech ou encore des entreprises dans le monde de la cybersécurité. Et puis, en fait, juste avant l'épidémie de la Covid, les Européens se sont réveillés. C'était déjà le cas bien avant du côté américain, mais les Européens se sont réveillés, Suisse compris, heureusement, en relevant le bouclier et en essayant de faire passer un ensemble de lois pour éviter, donc, c'est-à-dire que l'État national, la France, la Suisse, ça a été le cas aussi pour la Belgique, parce que les Chinois voulaient acheter des parts en fait dans les ports à Anvers et à Zeebrugge, qui sont des ports extrêmement importants en Belgique, qui sont parmi les plus grands à travers l'Europe, où passe énormément de marchandises. Et à partir du moment où les Chinois ont la main mise sur un port, ils peuvent aussi gérer le niveau de sécurité pour les cargos entrants. Ça peut vous donner aussi beaucoup d'images. Enfin, j'essaie de laisser faire votre imagination de ce côté-là pour le matériel qui pourrait être entrant de ce côté-là au niveau européen. C'est quelque chose au niveau du risque et de la sécurité qui est problématique. Mais aussi, si des Chinois achètent des entreprises dans le cadre de la cybersécurité, là, c'est risqué aussi pour nos pays. Ça a été le cas par le passé pour des entreprises américaines qui avaient acheté beaucoup d'intérêts ici à travers l'Union européenne. Et puis après, quand les Chinois l'ont fait, il y a une levée de bouclier qui a été acceptée par l'Union européenne. Donc, il y a beaucoup de pays à travers l'Union européenne. Et la Suisse aussi l'a fait, je crois, pour des petites entreprises dans le cadre de la cybersécurité et de la santé, pour éviter justement que les Chinois viennent à grappiller trop de parts et qu'au final, elles dénaturent l'entreprise. J'avais entendu avant la crise de la Covid, quelques entreprises en Suisse qui étaient des PME avec un savoir-faire décennal dans le cadre de machines industrielles, de couteaux aussi,
où leur savoir-faire a été aspiré et copié par les Chinois. Et puis la PME, qui était une PME familiale, mais qui tournait extrêmement bien, a fait faillite parce qu'ils ne savaient plus payer leurs ouvriers. Mais de ce côté-là, heureusement, il y a eu un éveil occidental qui a permis d'éviter, comme une baignoire, quand on retire en fait le bouchon, que tout parte d'un coup. Merci beaucoup, Roberto. Il y a Ruben. Ruben, tu es là? Tu veux poser la question? Oui, je suis ici. Merci beaucoup. Tu as la gentillesse de mettre ta vidéo? Ça t'ennuie pas trop? Si, voilà. Non, le problème, c'est que l'Internet n'est pas magnifique. Alors, je ne sais pas si on arrivera à le faire. Merci beaucoup pour vos commentaires et l'information si condensée. La première question que j'avais, c'est où est-ce que vous pensez que la relation Occident et aux pays occidentaux, Russie, puisse aller avec un président qui, au moins à mon avis, n'est pas si mince à l'œuvre comme ils étaient les anciens présidents Obama ou Trump. Et ça serait la première question. Et la deuxième, comment est-ce que vous pensez qu'il peut changer l'Union européenne en fonction du candidat ou ceux qui gagnent pour les présidentielles en France? Et merci beaucoup. Je commence par la France. Vous imaginez si c'est, et je dois faire bref, Madame la Présidente, je le sais, j'oublie jamais ça. Vous imaginez bien que si c'est Marine Le Pen, il va y avoir une réécriture en fait de beaucoup de politiques, qu'elles soient nationales ou internationales, mais surtout des positionnements. L'axe Berlin-Paris, qui est un vrai moteur au niveau international, enfin au niveau européen, sera réécrit dans pas mal de politiques, qu'elles soient monétaires, qu'elles soient des politiques commerciales aussi pour voir nos relations. On sait très bien que Marine Le Pen a une amitié assez forte avec le président Poutine. Donc là aussi, c'est avec un grand point d'interrogation. Moi, ce que j'espère, et je passe à l'autre point alors après, puis Ruben, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn et on pourra en discuter si vous voulez avec grand plaisir. Si Emmanuel Macron est réélu, là, l'histoire, c'est la question centrale de sa politique économique et commerciale. Ce sont des positions qui sont quand même extrêmement à droite, qui laissent très peu de place au dialogue sur les pensions. Je vous en parlais tout à l'heure sur le pouvoir d'achat. Est-ce qu'il va se rappeler de cette quinzaine où il va essayer de séduire l'électorat de gauche? S'il est élu président, est-ce qu'il se rappellera de cette quinzaine où il a dû promettre des choses un peu plus proches d'un électorat de gauche qui reste quand même assez important, même si les chiffres ne sont pas extraordinaires pour le pôle de gauche, en fait, enfin, vous le voyez, à part les 21-22% de Jean-Luc Mélenchon, la gauche en France, elle est quand même assez légère. Et alors, sur l'autre point, vous m'aviez demandé par rapport à la relation avec les Américains, entre Européens et Américains avec le président Biden. Moi, je trouve que les rives les rives de l'Atlantique sont en train de se rapprocher de plus en plus au niveau énergétique, au niveau sécuritaire. On en a parlé il y a quelques semaines avec les autres personnes qui sont présentes ici. On achète énormément d'armements chez eux, chez Lockheed Martin et certaines filiales de chez Boeing, ce qui est problématique parce qu'au niveau européen, on a beaucoup de projets aussi au niveau défense européen qui ont été lancés ces dernières années. Les Allemands en premier l'avaient accepté, l'avaient bien voulu, mais ils achètent des F-35, un peu comme les Suisses, donc cet avion de combat ultra technologique vendu par les Américains. Donc voilà, là aussi, mais les deux rives de l'Atlantique sont en train de se rapprocher énormément. Roberto, juste avant de passer un peu la parole à d'autres, est-ce que finalement, si Le Pen était élu, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu disons, un désintéressement de la guerre en Ukraine, disons ça comme ça? Non, parce que là, je crois que la Zelensky mania, donc le président ukrainien qui va dans tous les parlements, qui joue sur les bonnes cordes sensibles. Il l'a fait ici en Belgique, il y a 2 semaines, il l'a fait aux États-Unis. Je crois qu'il va continuer à très, très bien jouer sur la communication. Je crois que tout ce qui touche au flux migratoire ukrainien vont rester d'actualité. Non, il n'y aura pas un désintéressement. Par contre, il y aura un rééquilibrage aussi sur un positionnement. C'est un grand pays européen, c'est un binôme à chaque fois entre Berlin et Paris. Et donc, le moteur va être un peu différent. Il n'y a plus Merkel à Berlin. Il y a un chancelier qui est un peu plus effacé par rapport à la chancelière, l'ex-chancelière Merkel. Donc, de ce côté-là, il pourrait y avoir des réécritures, des positionnements européens, pas un désintéressement, en fait, de la guerre en Ukraine. Merci beaucoup. J'aimerais bien donner la parole à Svetlana, qui est russe.
et qui fait partie de notre comité. Merci d'être là, Svetlana. Tu as des nouvelles de Russie? Comment ça se passe? Bonjour. Oui, mais en fait, Elsa, j'ai apprécié ton question, mais je ne suis pas prête pour parler. Je suis ici pour écouter. Peut-être la prochaine fois, je pense, c'est très délicat. On voit beaucoup d'informations qui viennent tout le temps. Il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de manipulations. De tous les côtés, parce que moi, j'ai la chance, je peux recevoir nouvelles en russe, en français, en anglais. Et j'essaie d'être très ouvert et vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui est la vraie histoire et qu'est-ce qui est la vérité là. J'espère qu'on va avoir plus de nouvelles. Pour le moment, je réserve mon opinion parce que j'aimerais avoir plus d'informations, pas juste les médias hype, mais les vrais facts. Pour ça, j'aimerais plus de fact-checking parce que pour le moment, je vois, c'est triste, ça me touche beaucoup. C'est difficile pour moi personnellement aussi, cette situation. Mais il faut être sobre et honnête et aussi avoir... je pense que c'est important, reste pragmatique pour aussi regarder pour le futur, pour trouver la solution. Parce que pour le moment, avec toute cette émotion, c'est difficile de trouver la bonne solution pour l'Europe, pour tout le monde, pour les pauvres Ukrainiens, aussi les Russes, tout le monde souffre. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bien. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de conversation. Svetlana, ma grande préoccupation, qui va bien outre le politique et l'économique, c'est cette tendance à la russophobie. Et donc, on déteste les Russes de manière globale parce que. Mais il faut arriver à faire la part des choses. Et je sais, parce que j'ai des amis russes qui sont ici à Bruxelles, qu'ils le vivent très mal parce qu'eux le payent dans leur monde des affaires. Des gens leur tournent le dos alors qu'ils étaient amis et qu'ils ont été mangés avec eux avant-hier ou il y a 3 mois. Et cette russophobie est quelque chose qui est vraiment très, très primaire et très bête à la fois. Donc voilà, je voulais juste préciser ça, mais qui n'a rien à voir avec la politique, l'économie. Des fois, il faut arriver à faire la part des choses. Merci Roberto. Oui, j'ai bien apprécié votre point. Oui, ça me dérange beaucoup. C'est vraiment peut-être la semaine prochaine, si tu peux être là, ça serait bien de nous amener quelques nouvelles de Russie avec tes contacts. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Une toute petite question, Frédéric, la dernière, et puis un point de finale avec Roberto, parce que le temps passe trop vite. Oui, mais merci Roberto. Tu as lâché le mot rapprochement entre la Suisse et l'Europe. Mais moi, j'ai eu l'occasion de discuter la semaine passée. Tout le monde a pu voir que le bras droit de Joe Biden était à Fribourg, directeur de la cybersécurité aux États-Unis. Et puis, d'une part, il a loué la capacité de la Suisse sur son innovation, sur le fait que tout peut être fait en Suisse. Et la question qui m'est venue à l'esprit, c'est sachant qu'en Suisse, on vient au niveau de la Confédération d'accepter de faire le cloud souverain en Chine, est-ce qu'il n'y a pas une intention de sa part de justement inviter le gouvernement suisse à ne pas justement laisser ses données faire sur un cloud souverain en Suisse, respectivement les faire en Suisse, et de voir par là un rapprochement de la Suisse avec les États-Unis, voire l'OTAN, parce qu'on en parle maintenant de savoir si la Suisse ne devrait pas se rapprocher de l'OTAN.
Vous imaginez le changement radical que ce serait si déjà la Suisse a perdu sa neutralité pour la première fois depuis des décennies en prenant une position pro-occidentale ou proche des Occidentaux. Si en plus de ça, elle se rapproche de l'OTAN, je crois que je ne suis pas convaincu que ça plairait aux Suisses. Je ne sais pas pourquoi. Non, ça c'est encore une autre question, mais Oui, bien sûr. voilà. Alors, tout à l'heure, je n'ai pas parlé de rapprochement Suisse-Europe, j'ai parlé de rapprochement encore plus des deux rives de l'Atlantique entre l'Union européenne et les Américains, alors que les deux rives s'étaient énormément éloignées durant Trump, si vous vous souvenez, où là, c'était vraiment des relations extrêmement glaciales. Ce que je veux dire par là, ici maintenant pour le cloud, je crois que les Américains ont très très peur en fait, parce que derrière, on n'en parle pas beaucoup, mais Joe Biden, quand il est venu, là on est le 12 avril 2022, mais quand il a fait son voyage, qui était un de ses premiers, enfin son premier sur le sol européen en tant que président américain, c'était à l'été passé 2021. Il a passé tout son temps à positionner les membres de l'OTAN et les Européens contre la Chine et en disant que l'ennemi numéro un, c'est la Chine. On l'avait oublié celui-là. Hein. Et donc, mais ça reste quand même l'ennemi numéro un pour Washington. Donc, je crois que les Américains feront tout pour éviter que les Suisses ne se tournent trop vers Pékin et vers Shanghai pour la partie du cloud et gardent bien leur sécurité et leur indépendance de ce côté-là. Maintenant, vous êtes un pays souverain, donc il faudra voir. Maintenant, ma crainte, et c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, quand je vois que d'un côté, les Américains se sont permis de faire pression sur vous, les Suisses, pour le secret bancaire, maintenant une pression internationale pour tout ce qui touche à l'indépendance dans le cadre d'une position pour les sanctions et avoir plus aussi de contrôle sur les transactions des oligarques russes et des banques russes. Le droit de regard américain me semble de plus en plus marqué sur Berne. Hein. Très bien, merci. Moi, ça me préoccupe. Je trouve ça préoccupant. Ça ne me plaît pas à Bruxelles, ça ne me plairait pas à Berne. Absolument. Voilà. Merci encore, Roberto. Le temps passe vraiment extrêmement vite. On a déjà dépassé la demi-heure. On se voit bien sûr mardi prochain à 11h30. Qu'est-ce que tu aimerais nous annoncer dans une semaine? J'espère avoir vraiment l'approche de Svetlana parce que mes amis russes, j'essaie de leur envoyer un maximum de messages et je leur demande un peu quelles sont les infos sur place, qu'est-ce qui se passe. Ne parlant pas russe, malheureusement, je ne peux pas avoir accès à tout ça, mais je trouve que c'est vraiment important pour rééquilibrer, sans parti pris, mais pour permettre aux personnes d'avoir accès à plus d'informations. Parce que je crois que je vous en avais parlé, Edza, il y a un problème de Zelensky mania qui commence à poser problème dans certains rangs. Et au niveau de la communication, de l'analyse de sa communication, vous verrez que dans les prochains mois, on en reparlera comme quoi on est tombé sous le charme, mais qu'on est tombé peut-être un peu trop vite sous le charme pour certaines choses. Voilà, j'aimerais bien qu'il y ait un rééquilibrage dans les médias. C'est peut-être par un manque de connaissances russes, c'est peut-être par un manque de connaissances de la langue russe aussi, mais là, c'est problématique. Je trouve qu'il faudrait un peu rééquilibrer, donc j'espère que Svetlana pourra un peu nous éclairer si elle a quelques minutes pour pouvoir échanger. Ça me ferait plaisir. Merci beaucoup. Pouvez-vous ouvrir vos micros, s'il vous plaît, pour un chaleureux applaudissement pour Roberto? Roberto. Nous aimerions tellement t'avoir en vrai pour te féliciter, mais ça va venir. Tu seras là le 30 mai à l'Assemblée générale du CDE. Je m'en réjouis déjà. Oui. Je vais couper l'enregistrement.